Salut les petits potes, c'est Geek Daddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une BD que j'adore. Alors pourquoi une BD, me direz-vous? Eh bien la BD, croyez-moi, c'est l'ami du papa geek, vraiment. Et oui, quand on devient papa, on a moins de temps pour soi. C'est plus difficile de se poser 2 heures devant un film, ou même d'aller au cinéma, on se couche plus tôt, on se lève plus tôt. Si, on se lève plus tôt, croyez-moi. Et personnellement, j'évite de me mettre le dernier épisode de Walking Dead ou de Games of Thrones en plein milieu de l'après-midi dans le salon, alors que l'enfant rôde autour. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais lire une BD, c'est plus court, plus intime. On peut la poser, y revenir plus tard. On peut la lire aux chiottes, on peut la lire au parc, on peut la lire dans la salle d'attente du médecin, quand vous allez faire le rappel des vaccins, par exemple, plutôt que de lire un Voici, un Closer ou un Auto Plus d'il y a 2 ans, totalement déchiré. Je sais pas ce qu'ils ont les médecins avec les magazines auto. Ça fait pas de bruit, il y a des beaux dessins. Et puis il faut dire ce qui est, en France, on sait faire des très très bonnes BD. Vraiment. C'est à se demander comment on peut avoir des films aussi pourris avec les scénaristes de talent qu'il y a en France dans le monde de la BD. Je comprends pas. Et je dois vous avouer un truc, depuis que je suis devenu papa, je me suis rebouffé toute ma BD Tech. Et je me suis régalé. Vraiment, la régalade. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma série BD préférée, et ça s'appelle Trévis. Alors, Trévis, de quoi ça s'agit? C'est une série BD éditée par Delcourt et sortie en 1997. Il y a 20 ans, putain. Écrite par Fred Duval, dessinée par Christophe Quette et colorisée par Pierre Schell et Stéphane Rosa, c'est une série qui est encore en cours et qui est constituée de 3 cycles et de 12 tomes au total. En BD, les cycles sont des histoires indépendantes mettant en scène les mêmes personnages dans le même univers. On pourrait comparer ça aux saisons pour les séries, si vous voulez. J'ai dû découvrir en 1998 ou 1999, j'avais alors commencé par acheter le tome 2 à l'époque, comme un connard. J'avais 15 ans en même temps à l'époque. Oh, j'avais 15 ans. Du coup, j'ai pas tout compris à l'histoire, évidemment, mais ça m'a suffisamment accroché pour que par la suite, j'achète le tome 1 et tous ceux qui ont suivi. Afin de ne pas trop vous spoiler, car oui, l'intérêt de cette vidéo, c'est quand même de vous donner envie de le lire, et donc que vous le lisiez. Je vais vous parler aujourd'hui uniquement du premier cycle, qui est constitué de 5 tomes, et surtout du premier tome de ce premier cycle. On y va? Le synopsis. Nous sommes en septembre 2052. L'ouragan Valentin menace les Antilles, le dernier espoir des habitants de la région, et la nouvelle station météorologique Huracan. Cette station, en orbite basse, est capable via un tir laser de réduire l'instabilité des plus grands ouragans. Ça vous rappelle rien? La dernière bande-annonce de Geostorm? Le satellite qui tire dans les ouragans? Become a thing of the past. We can control our weather. Trévis, un pilote de navette indépendant et sans histoire, a décroché un contrat en or, le ravitaillement en vivres de la station. Mais ce jour-là, il est loin de se douter que des terroristes se sont dissimulés à son bord. À peine débarqué, le commando prend le contrôle de la station et réclame 150 millions de dollars au consortium privé Baxter et Martin qui exploite la station. Sinon, il menace d'utiliser la puissance de feu d'Huracan vers une toute autre cible. Dans ce premier cycle, Trévis va se retrouver pris au milieu d'un conflit d'intérêts entre 2 firmes spécialisées en agronomie et biotechnologie. Baxter et Martin contre Transgenic. Ces 2 multinationales sont la cible d'un groupe terroriste très puissant emmené par Vladimir qui semble avoir des comptes à régler avec certains membres de la station. Ouh, déjà le synopsis? Waouh, ça claque quand même, non? Parlons maintenant des personnages de ce premier tome. Steve Trévis, c'est notre héros, le type banal, qui semble être au mauvais endroit, au mauvais moment. Un petit peu comme John McClane dans Piège de cristal ou 58 minutes pour vivre. Sauf que là, Steve Trévis, c'est même pas un flic. C'est un routier de l'espace, le mec. C'est un pilote de navette qui fait des ravitaillements. J'ai vu dans une interview que Christophe Quette s'était inspiré de Clint Eastwood pour les traits du personnage de Trévis. Et franchement, il y a quelque chose quand même. Non ? Peggy, c'est l'IA qui accompagne Trévis. C'est un petit peu son assistante numérique. Elle aide à gérer sa société, elle peut piloter sa navette, elle peut prendre le contrôle de certains robots, elle peut ouvrir des sas, pirater des trucs. Elle aura un rôle important dans la suite de la série. C'est un personnage à part entière et on s'y attache vraiment. C'est un petit peu le Jarvis de Trévis. Mais en cowgirl sexy. Anna, c'est une scientifique numéro 2 de la station Huracan. Elle connaît bien Trévis. On comprend d'ailleurs que Trévis voulait l'inviter à dîner une fois arrivé sur la station, pour la pécho certainement. Mais bon, vous l'aurez compris, ça tombe un petit peu à l'eau cette affaire. Vladimir Ki, leader du commando terroriste qui attaque la station, charismatique, froid et sans pitié, Vladimir Ki est fucking badass. Avec ses cheveux blancs, sa cicatrice sur le visage, ses yeux cyber,
Franchement, ça tabasse quand même. Christophe Kett s'est inspiré de Rutger Hauer pour ce personnage. C'est marrant ça, hein? Pac-Man, hacker Rasta Geek du Commando et ami proche de Vladimir Ki, il apporte une petite touche de geekerie qui n'est pas sans me déplaire. Non, franchement, ce personnage aussi, il est énorme. Iji, c'est un robot de combat de type Iguane. On retrouvera ce modèle de robot à plusieurs reprises dans la série. C'est un petit peu le Mr. T du Commando, quoi, le gros bras. C'est une arme impitoyable avec une puissance de feu redoutable. Il faut pas se frotter à Iji, ok? Baxter et Martin, ce sont les dirigeants anglais de la multinationale éponyme. Toujours en quête de profit, ils méprisent tout le monde, ils se croient au-dessus des lois, c'est un petit peu les grands méchants à col blanc de la série. Inger Carlsen, ex-mari d'Anna, ex-meilleur ami de Vladimir Ki, c'est lui qui a conçu la station avec l'aide de ces deux derniers. Il a ensuite vendu le projet à Baxter et Martin. Voilà, vous le voyez, c'est des stéréotypes. On a un peu l'impression de voir l'agence Tourisque, mais ça marche. Voilà, ça marche vraiment. C'est-à-dire que, pour moi, les personnages, c'est probablement l'élément le plus important dans toute œuvre. Et là, dans Trévis, ils sont vraiment, vraiment réussis. L'histoire d'un Trévis a une envergure mondiale, mais Duval arrive à nous attacher à ces personnages et leurs motivations personnelles sont crédibles. Ils ne sont pas là pour rien. Pas comme Sam Witwicky dans Transformers 2, si vous voyez ce que je veux dire. Ils évoluent, on apprend à les connaître au fil des tomes et on s'attache énormément à eux. L'envergure mondiale des événements est donnée de manière très subtile avec des passages de journaux télé. Duval a d'ailleurs créé un personnage journaliste à part entière que l'on retrouve souvent dans son univers. Elena Dinova, reporter chez Pacific Holovista. Cela donne d'ailleurs lieu à un clin d'œil très sympa dans le tome 3 quand on comprend dans la dernière case de la page que c'est en fait Steve Trevis qui est en train de zapper car il tombe sur la scène mythique de Le Bon, la Brute et le Truand. Simplement génial. Parlons maintenant des dessins. Ils sont vraiment sympas. Pour moi, les dessins sont très importants dans une BD, au moins autant que l'histoire. J'ai vraiment du mal à rentrer dans une BD dans laquelle j'aime pas les dessins. Et quand on pense que cette BD a 20 ans, franchement, elle n'a pas pris une seule ride. Les robots, les armures, les armes, les navettes, 20 ans après, le côté futuriste reste vraiment intact. On y croit, on est dedans. Christophe Kett a un sens du détail, du design et du mouvement absolument incroyable. Ce que j'aime le plus dans ces dessins, c'est certainement le découpage et le cadrage des scènes d'action. Oui, j'ai dit cadrage, je fais l'analogie avec le cinéma car il y a pour moi quelque chose de très cinématographique dans cette BD. Le découpage déjà, alternant les grandes cases et les petits inserts, j'ai l'impression de voir un storyboard de film. Et c'est hyper immersif. Regardez juste cette petite scène d'action du tome 3. Franchement, c'est pas monstrueux, c'est pas juste une case où le mec se bat. Non, c'est découpé, c'est chorégraphié, il utilise l'environnement, on a l'impression d'être dans Jason Bourne. Je trouve ça énorme, j'adore. Et il faut dire aussi que les dialogues apportent énormément à ce côté cinématographique car ils sont très bien écrits. Avec les petites vannes qui vont bien, les explications comme il faut, même les regards entre les personnages, des fois il y a des choses qui passent. On a vraiment l'impression, je le répète, mais on a vraiment l'impression de lire un film. Mais je sais pas comment le dire autrement, mais de lire un film. Le background et le scénario. Trévis se classe dans les œuvres d'anticipation. C'est un genre qui se passe dans un futur proche en conservant tout l'historique du monde réel. Seuls sont inventés les événements qui séparent le début du récit avec la date à laquelle celui-ci a été écrit. Vous avez compris? Non? Petit exemple. J'écris aujourd'hui un roman d'anticipation qui se passe en 2027. Comme on est en 2017, je vais devoir écrire l'histoire future qui sépare aujourd'hui et la date du début du récit. Soit 10 ans d'événements, 10 ans d'histoire. Ces événements qui sont inventés de toutes pièces, c'est ce qu'on appelle le background. C'est plus clair? Oui? Non? Bon. Au cinéma, par exemple, dans les œuvres d'anticipation, vous avez Blade Runner, Total Recall, Elysium, Chappie. Vous voyez mieux l'idée? Fred Duval a fait un travail de dingue pour concevoir son monde, avec une timeline très détaillée que l'on découvre au fur et à mesure que l'histoire avance. Et comme le Lascar a fait des études d'histoire, c'est d'autant plus intéressant de voir comment il imagine l'avenir. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le côté optimiste du monde de Trévis. Alors oui, ok, tout n'est pas rose non plus, mais c'est pas du cyberpunk.
où on retrouve des mondes lugubres, très violents et très sombres, et pessimistes au final. Non, il y a du soleil dans Trévis. Du soleil, franchement, j'espère bien qu'en 2050, il y aura encore du soleil. Moi, ça me donne de l'espoir pour ma progéniture. Pour vous donner un petit aperçu, voilà ce qu'il se passe dans le monde de Trévis en 2050. Les multinationales sont plus puissantes que certains pays, et un conflit entre deux concurrents est susceptible de déclencher une guerre mondiale. La Lune a été colonisée, les voyages spatiaux se sont démocratisés, on a inventé la gravité artificielle, les robots sont utilisés dans l'armée et la manutention et peuvent être contrôlés par des humains ou des IA, les intelligences artificielles justement peuvent s'émanciper, Internet est devenu l'hypernet, on peut s'y projeter dans des mondes numériques totalement réalistes sous forme d'avatar, les nanomachines peuvent augmenter nos capacités physiques, des neuropuces peuvent booster notre activité cérébrale, on peut se faire cryogéniser, bref, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement c'est riche, mais je crois que vous avez compris l'idée. Cependant, de nombreuses choses nous rattachent au monde actuel. Les hélicoptères ont des hélices, les voitures roulent, les pistolets tirent des balles. Les thèmes abordés sont très contemporains, l'environnement, la crise du logement, l'eau, les questions d'éthique sur la manipulation génétique, la crise du nucléaire, Internet et les réseaux numériques, etc., etc. Le monde de Duval est tellement riche qu'il a créé 2 séries dans celui-ci. Trévis, dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais également Carmen McCallum, qui raconte l'histoire d'une mercenaire hyper badass, dans pas moins de 16 tomes. Certains événements et personnages font le lien entre les 2 séries, et on apprend notamment que Carmen a déjà rencontré Trévis. J'ai un peu plus de mal avec les dessins de Carmen, et j'aime un peu moins les personnages, mais l'histoire qui est un petit peu plus sombre que dans Trévis est tout aussi bien. Si vous voulez aller plus loin dans le même univers, vous avez Karmatronics, qui nous plonge dans les mondes virtuels, avec Pac-Man le hacker. Vous avez également la série Code McCallum qui raconte comment la jeune Carmen est devenue le mercenaire sans pitié que l'on connaît. C'est donc un préquel à la série Carmen McCallum, toujours écrit par Duval évidemment, c'est son univers, dessiné par Casgrain, les dessins sont vraiment très sympas, j'aime beaucoup, c'est en 5 tomes, c'est terminé, donc franchement, Code McCallum, c'est top, je vous le conseille. En conclusion, franchement, si vous aimez la science-fiction et l'anticipation, lisez Trévis. C'est du divertissement en barre. Il y a de l'action qui est très bien dosée, il y a de l'humour, on sent que Duval est fan de rock, il y a plein de références super sympas. Et puis je le répète, mais c'est français les petits potes. Si vous avez encore de doutes, ce que franchement, bon, sachez que vous pouvez commencer avec le tome 1, ça se termine pas sur un cliffhanger de ouf, donc vous pourrez vous limiter à cet unique tome. Mais honnêtement, c'est pour moi une des meilleures œuvres d'anticipation que je connais. C'est pas compliqué, je me les relis au moins une fois par an. Au moins. Je me suis toujours dit que si je gagnais à l'euro million, je l'adapterais au cinéma. Netflix, si tu me regardes. J'attends avec impatience le prochain tome, j'espère que ça continuera encore longtemps. Du coup, Fredo Cricri, si vous me regardez, je compte sur vous les gars. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai 3 ou 4 autres BD à vous faire découvrir, donc dites-moi si ce format vous plaît. J'ai voulu faire court, c'était pas évident, j'ai pas voulu spoiler, mais il y aurait énormément de choses à dire, il a fallu que je choisisse. Je suis encore en rodage, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'aidera beaucoup pour la suite. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire cette BD. Si vous en avez d'autres à me faire découvrir, je suis preneur. On se voit très vite. D'ici là, portez-vous bien, peace and love, à bientôt. Et soyez sages. Ciao!